Les meilleurs prisonniers ne sont pas ceux qui se rebellent, mais ceux qui restent dans leurs cellules, démoralisés, convaincus que l'évasion est impossible. Matrix s'est trompé. Nous ne sommes pas des piles, nous sommes des puces. Nos cerveaux contiennent environ 86 milliards de neurones, chacun relié à quelques 2000 autres par des synapses. Ces synapses peuvent exécuter environ 100 opérations par seconde. Cela représente près de 150 000 milliards de connexions en activité constante. C'est de l'ingénierie électronique à l'état pur, mais organique. Et le plus fascinant, c'est que tout cela fonctionne avec à peine 25 watts d'énergie. C'est comme si l'univers avait conçu le processeur le plus efficient de l'histoire. À titre de comparaison, il faudrait entre 7000 et 700 000 watts avec les GPU actuels pour simuler mon seul cerveau. Et encore, ce ne serait qu'une imitation lente et imparfaite. Nous ne sommes pas les sujets d'une simulation. Nous sommes peut-être ceux qui l'alimentons. La Terre pourrait n'être qu'une gigantesque usine de calcul nichée dans un coin perdu du cosmos. Dieu, dans ce scénario, ne serait pas un créateur au sens mystique mais un ingénieur électronique d'une ampleur inconcevable, un concepteur de systèmes organiques capable de traiter l'information mieux que n'importe quelle machine. Peut-être que nous ne sommes pas ici pour vivre, mais pour calculer. Peut-être que chaque pensée, chaque rêve, chaque émotion est une opération dans un immense processeur vivant dont nous ne percevons que la surface. Et si, un jour, nous parvenions à comprendre le langage de ce système, il se pourrait que nous découvrions que nous avons toujours été bien plus que des individus, nous étions déjà des circuits d'un esprit colossal. Je viens de lire à propos des Backdrop People de Dolores Cannon, et plus je lis, plus je me rends compte que je pourrais être un PNJ. Avant de rire de moi, laisse-moi m'expliquer. Je n'ai aucun passe-temps ni talent. Quand j'essaie de prier ou de faire quoi que ce soit de spirituel, je ne ressens absolument rien. Je n'arrive pas à me connecter à une source, et je me suis toujours plaint d'avoir l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Je ne suis pas du tout spirituel, ce qui est ironique car j'ai grandi dans une famille fanatiquement religieuse. Même enfant, je n'ai jamais ressenti de lien avec quoi que ce soit. Quand j'essaie de lire sur les horoscopes ou d'autres choses alternatives, c'est comme si mon cerveau ne traitait pas l'information. Je suis allé à une retraite dans un temple bouddhiste et, à chaque séance de méditation, je m'endormais. À chaque fois. C'était très embarrassant. Je n'ai aucune motivation pour faire quoi que ce soit à part exister. Quand les gens ont besoin de moi, je réagis immédiatement, mais en dehors de ça je gâche complètement mes journées. Je ne sais pas quoi faire de moi-même à moins qu'on me donne une direction. Je souffre d'épisodes dissociatifs. Je suis allé voir un neurologue pour comprendre pourquoi cela m'arrive et ils n'ont rien trouvé. J'ai fait une étude du sommeil et rien d'anormal n'est ressorti. Une fois, ma caméra de surveillance m'a filmé en train de fixer un mur en mangeant des chips pendant 3 minutes. Je n'en ai aucun souvenir. J'ai un trouble dépressif majeur, mais je suis résistant aux médicaments. Cela veut dire qu'on a essayé plusieurs traitements pendant longtemps, sans que rien n'allège la dépression. Je pense que ma dépression vient de cette prise de conscience que je n'ai aucun but. Je crois que mon but était de mettre des enfants au monde mais c'est tout. J'ai pensé à mettre fin à ma vie, mais je me rappelle que mes enfants n'auraient personne pour veiller sur eux et que ma mission est de guider leur vie dans la bonne direction. Je sais que ça sonne égocentrique, mais je leur fais découvrir de nouvelles idées et de nouvelles façons de penser. J'ai l'impression que mon rôle est de façonner leur vie mais que ça s'arrête là. Je suis même allé voir une voyante pour lui demander quel était mon but et elle m'a dit que tout le monde n'en avait pas forcément. Une autre grande voyante a été très repoussée par moi et n'a pas voulu interagir. J'ai été très blessé et je n'ai pas compris pourquoi. J'en ai vu une autre qui m'a dit que mes prières étaient bloquées et n'étaient pas entendues. Et pourtant, j'ai eu une interaction étrange dans la rue il y a quelques jours. J'attendais dehors avec mon fils, pendant que ma fille achetait quelque chose à l'intérieur. Un homme est venu me voir et m'a dit que j'allais guérir. Le propriétaire du magasin est sorti et a demandé à l'homme pourquoi il me parlait. J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux et j'ai dit que c'était sûrement parce qu'il me trouvait bizarre.
J'étais un peu négligé ce jour-là à cause de ma dépression. L'étranger m'a dit que j'avais une âme très spéciale et que j'allais complètement me rétablir. C'était vraiment étrange. Il était habillé de manière singulière aussi. Il portait une veste en feutre bleu et un foulard Asco, alors qu'il faisait à peine 0 degrés Celsius. Quoi qu'il en soit, plus j'y pense, plus je suis convaincu d'être un PNJ, parce que je n'ai jamais rien accompli dans ma vie. Je n'ai jamais excellé en rien. Je n'ai aucun passe-temps. Je ne suis particulièrement doué en rien. Je n'ai jamais réussi à garder un emploi plus de 6 mois. J'existe, simplement. Mais j'ai l'impression de n'exister que par rapport aux autres. Quand les gens ont besoin de moi, c'est comme si je m'animais et que j'étais capable de les aider. Ironiquement, je ne peux pas m'aider moi-même et je n'ai aucune envie de le faire. Je n'ai aucune envie de gagner de l'argent et, même si je galère financièrement, cela ne me motive pas à travailler. Je veux des choses, mais je n'ai aucune énergie ou motivation pour me bouger afin de gagner de l'argent. Quand je suis seul, je ne sais pas quoi faire de moi-même, alors je finis par scroller TikTok et Instagram pendant des heures. Parfois je me nourris. Je ne fais pas de sport. Je ne ressens aucune joie. Même quand mes enfants se jettent sur moi. Même quand je regarde un beau paysage. Rien ne m'intéresse et rien ne m'apporte de joie. Je ne me sens pas mort à l'intérieur, je me sens juste agité et comme si j'attendais que tout ça se termine. Je suis désolé mais j'ai vraiment l'impression d'être tombé dans cette ligne temporelle et que tout est devenu insensé. Je me souviens de mon ancienne chronologie, celle d'avant 2020. C'était calme, le monde paraissait lumineux et coloré. Aujourd'hui tout est étrange et décalé. J'ai la sensation de vivre dans un univers parallèle où tout est devenu fou. Les amis que je connaissais autrefois ne sont plus tout à fait les mêmes. Même ma famille semble profondément différente, comme si elle avait changé en silence pendant que je dormais. Les passe-temps et les activités qui me passionnaient ont perdu leur éclat, certains ont carrément disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Je remarque aussi des détails qui me troublent, des logos modifiés, des films légèrement différents, des scènes dont je suis sûr qu'elles étaient là mais qui ont été remplacées par d'autres. Même mes plats préférés ont un goût altéré, presque étranger. J'ai l'impression d'être le seul à me souvenir de l'ancien monde, comme si une mémoire me liait à quelque chose que les autres ont oublié. Parfois je me demande si je suis vraiment seul à ressentir cela, ou s'il y a d'autres personnes quelque part qui se souviennent encore, qui ont gardé en elles cette sensation d'un monde perdu. Je n'ai jamais été vraiment à l'aise avec le terme simulation, mais j'ai toujours été ouvert à cette idée. Il y a quelques jours, j'ai pris 5 grammes de champignons et, après environ 1 heure, j'ai commencé à recevoir dans mon esprit des pensées et des conversations très claires me disant que tout cela était un jeu complexe. J'ai eu la sensation qu'avant cette vie, j'avais pris quelque chose pour effacer mes souvenirs précédents afin de pouvoir jouer et j'ai aussi ressenti que je pouvais mettre fin au jeu à cet instant précis. J'étais en conversation avec une sorte de frère et nous plaisantions, nous nous taquinions comme par rivalité fraternelle. Il m'a dit que je pouvais abandonner si je le voulais et j'ai fait semblant de le faire en retirant ma conscience du jeu. J'ai senti que j'étais en train de sortir puis je me suis arrêté à la dernière seconde, déclarant avec défi que je n'en avais pas encore terminé. J'ai vécu des expériences vraiment intéressantes pendant ce trip et j'essaie encore d'en comprendre le sens et de les rationaliser, sans jugement ni conclusion définitive pour l'instant. Je crois que je suis peut-être déjà mort plusieurs fois. Chaque fois, j'aurais simplement repris conscience dans une autre ligne temporelle, avec la mémoire de cette fin effacée. Cette idée me hante parfois. Elle ressemble à une intuition plus qu'à une pensée rationnelle, mais elle est si vive que je ne peux pas l'écarter. Il m'arrive aussi de me demander si je ne suis pas mort pour de bon, si ce que je vis n'est pas une sorte d'existence après l'existence. Peut-être que je suis déjà passé de l'autre côté, qu'on me l'a dit, et que je l'ai oublié. Peut-être que ce que je perçois aujourd'hui est un monde imaginé, construit à partir de fragments de souvenirs et de désirs. Quand je pense à la théorie de la simulation, je me dis que la différence entre être mort, rêver sa vie ou vivre dans une réalité fabriquée devient presque insignifiante.
Si tout est calculé, si tout est programmé, alors mon expérience actuelle pourrait être un programme qui s'exécute après une fin que je ne me rappelle pas. Je suis convaincu que chacun de nous est capable de se déplacer intentionnellement d'une ligne temporelle à une autre. Cela expliquerait tant de choses étranges, ces petits détails qui changent sans raison apparente, ces rencontres improbables, ces souvenirs que d'autres n'ont pas. Pour ma part, j'ai la sensation de pratiquer ces passages depuis plus de 30 ans. Comme si, à force d'essayer, j'avais appris à dériver consciemment d'une version du monde à une autre. Peut-être que nous faisons tout cela sans le savoir. Peut-être qu'il existe une infinité de mondes et que je ne suis qu'un voyageur entre eux, cherchant encore celui qui correspond à mes souvenirs. As-tu déjà ressenti que quelque chose cloche profondément dans le monde, sans réussir à l'expliquer? Comme si on nous avait menti, non seulement sur l'histoire, mais aussi sur qui nous sommes vraiment. Et si je te disais que l'histoire réelle de l'humanité remonte bien plus loin que Sumer, que l'Égypte, bien plus loin que tout ce que tu as appris à l'école, jusqu'à un monde ancien fait de technologies avancées, d'anges déchus, de manipulation de l'âme et de réinitialisation si gigantesques qu'elles ont presque tout effacé. Et si je te disais que peu importe combien de fois ils essaient de nous anéantir, l'âme se souvient. Voici ce que j'ai découvert après des années à explorer des connaissances interdites. C'est la chose la plus importante que tu liras jamais. La plupart des gens n'en ont aucune idée, mais l'humanité avait des civilisations avancées bien avant ce que racontent nos livres d'histoire officiels. Pas seulement l'Atlantide. Il y avait Mu, une vaste civilisation mondiale qui existait avant l'Atlantide. Toutes deux avaient des connaissances sur les étoiles, sur l'énergie, sur la façon d'œuvrer avec l'âme elle-même. Mais quelque chose est arrivé. Les récits cachés dans les textes anciens, les tablettes sumériennes, les livres apocryphes de la Bible et les sociétés secrètes convergent tous vers la même idée. Les anges déchus sont venus. Ils ont apporté des connaissances interdites, sorcellerie, manipulation génétique, pense aux Néphilim, les géants de la Bible, technologie capable de modifier la connexion entre le corps et l'âme. Mu est tombée la première. Puis l'Atlantide. Dieu est intervenu, non pas parce que la connaissance est mauvaise, mais parce qu'une connaissance corrompue par des forces déchues est une destruction pure de l'âme. L'Atlantide a été effacée lors d'une réinitialisation, celle dont parlent Platon, les Égyptiens et les enseignements secrets. Mais une partie de l'élite atlante a survécu. Elle est partie sous terre, à la fois physiquement et spirituellement, créant ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation dissidente. Elle a manipulé les survivants de l'Atlantide, de la Tartarie et de tous les grands empires qui ont suivi. Elle est à l'origine des inondations de boue, des révolutions industrielles, des réécritures falsifiées de l'histoire. Chaque fois que l'humanité commençait à s'éveiller, elle nous réinitialisait à nouveau, effaçant la mémoire, recommençant avec des générations sous contrôle, détruisant la connexion divine. Et pourtant, ils n'ont pas pu détruire l'âme. Même après Mu, l'Atlantide, la Tartarie, même après d'innombrables réinitialisations, Rome, Moyen-Âge, révolution industrielle, l'âme se souvient. L'étincelle de la source divine reste. Aujourd'hui, en 2025, quelque chose se produit qu'ils ne peuvent pas complètement arrêter, un éveil massif. Les âmes se souviennent de leur origine divine plus vite que jamais. Internet, malgré toute sa censure, a permis la diffusion de connaissances secrètes avant qu'ils ne puissent totalement les contrôler. Des mémoires anciennes se réactivent. Les gens remettent en question les mensonges et sentent la machine de récolte des âmes construite autour d'eux. Et l'élite dissidente est terrifiée. Elle prépare déjà la prochaine réinitialisation, tu peux le voir, Agenda 2030, identité numérique, plan de dépopulation, contrôle technocratique. Tout comme pour la réinitialisation tartarienne, ils veulent une table rase. Ils pensent pouvoir remplacer les âmes éveillées par des âmes vierges. Mais ils ont tort. Parce qu'à chaque fois qu'une âme s'éveille, ce savoir s'ancre dans la création elle-même. Il ne peut pas être effacé. Même si le corps meurt. Même si la mémoire est effacée. Le souvenir revient plus vite qu'ils ne peuvent réinitialiser. C'est pourquoi tu vois le chaos partout, une tentative désespérée de garder le contrôle.
Ils savent que quand assez d'âmes se reconnectent à la véritable source divine, la matrice artificielle s'effondre naturellement. Pas parce que Dieu descendra dans le feu et le soufre, même si une intervention divine est toujours possible, mais parce que l'âme humaine, lorsqu'elle est pleinement éveillée, est plus puissante que n'importe quel système qu'ils ont créé. Ils ne peuvent pas arrêter le souvenir. Ils ne peuvent pas t'arrêter sauf si tu consens à oublier qui tu es. Si tu lis ceci, c'est que tu en fais partie. Tu n'es pas fou. Tu étais destiné à t'éveiller. Partage ce savoir. Enracine-le plus profondément. Le système a peur. Pas de la violence. Pas de la rébellion. Mais des âmes éveillées qui savent qu'elles ne peuvent plus être contrôlées. Je me demande qui, parmi vous, a déjà vu la grille qui recouvre la Terre. Elle ressemble à des lignes blanches et souples, presque élastiques. Quand on marche dedans, c'est comme si on entrait dans une toile, et la grille se déplace, ondule, suit le vent et le mouvement de l'herbe. J'ai vécu cela 2 fois, à 2 moments distincts, et depuis je n'arrête pas d'y repenser. Si quelqu'un l'a vu et sait de quoi je parle, s'il vous plaît, discutons. Cette vision me trouble profondément. J'ai l'impression d'avoir entrevu quelque chose que nous ne devrions pas voir, un genre d'infrastructure invisible du monde ou une couche cachée de la réalité. Depuis ces expériences, je suis hanté par l'idée que ce réseau est toujours là, invisible pour la plupart des gens. Peut-être qu'il est lié à l'énergie de la Terre, aux lignes anciennes que certains appelaient lignes de force ou réseau tellurique. Peut-être qu'il s'agit d'un phénomène mental ou sensoriel qui se manifeste seulement dans certains états de conscience. Je n'ai pas de certitude, mais chaque fois que j'y repense, j'ai l'impression que cette grille n'est pas qu'une hallucination. Elle semblait vivante, réactive, comme si elle respirait avec le monde. Ce soir, j'ai fumé du DMT et, pour résumer, dès que j'ai expiré la fumée, la réalité a commencé à se désagréger. Tout s'est effacé dans une lumière blanche et j'ai fermé les yeux pour me retrouver dans un lieu dont je me souvenais très clairement. Il était composé de couleurs et de formes géométriques en perpétuel mouvement, avec des piliers partout. Il y avait un être fait Dieu qui m'a dit par télépathie, « Bienvenue chez toi, nous t'attendions. Tu as toujours eu en toi ce dont tu avais le plus besoin. Tu es une infime fraction de Dieu, éclatée en 1 million de morceaux, et tu t'expérimentes toi-même à travers le regard de la conscience. Quand nous naissons, nous entrons dans un plan inférieur, la 3e dimension, pour y vivre une vie, quelle qu'elle soit, et lorsque nous mourrons, nous revenons ici. On m'a montré que chaque vie était définie par un début et une fin, et que je n'étais pas le vrai moi. Puis on m'a dit que mon temps dans cet espace était terminé et qu'il fallait que je retourne dans mon corps. J'ai alors été renvoyé à travers un tunnel de lumière aveuglante et clignotante et on m'a demandé de revenir bientôt car il s'ennuyait de moi. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai éclaté en larmes. Voilà pourquoi je suis convaincu que ce n'était pas juste une hallucination. Quand j'ai quitté cette réalité, tout semblait infiniment plus réel et plus cohérent que la vie que je mène ici. J'ai vu des choses en 4D, ce qui ne devrait pas être possible selon les limites de notre univers, et c'est pourquoi je pense que j'étais dans une dimension supérieure. Et la chose la plus troublante, celle qui me convainc vraiment, c'est à quel point tout cela m'était familier. J'avais la sensation d'y être déjà allé, un nombre quasi infini de fois. J'ai aussi eu la nette impression de mourir pendant toute l'expérience, j'étais convaincu que j'étais mort. J'avais oublié qui j'étais et ce que j'avais fait avant d'arriver là, mon identité était entièrement dissoute. Je sais que tout cela paraît complètement fou, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu, et j'aimerais tellement pouvoir l'exprimer encore mieux. J'ai regardé une vidéo sur Christopher Langan, ce type qu'on présente comme ayant un QI hors norme. Mais ce qu'il raconte dépasse de loin le registre des théories de génie. Il a développé ce qu'il appelle le modèle cognitivo-théorique de l'univers. Selon lui, l'univers serait un système autoconscient et autoprogrammateur. La conscience ne serait pas seulement un phénomène humain, elle serait tissée dans la structure même du réel. En gros, il suggère que l'univers est vivant, qu'il possède une forme d'intention ou de finalité. Et c'est là que ça devient encore plus étrange.
Langan laisse entendre que comprendre sa théorie pourrait littéralement transformer notre manière de concevoir l'existence. Il affirme que la science dominante ignore ou bloque volontairement des théories comme la sienne pour maintenir les gens dans l'ignorance de la vraie nature de la réalité. On a vraiment l'impression qu'il gratte à la surface d'un secret, quelque chose que nous ne serions pas censés savoir. Je me demande s'il touche à quelque chose de réellement profond qui serait écarté du débat public ou si ce ne sont que des idées marginales qui donnent cette impression de profondeur parce qu'elles sont hors du cadre classique. Peut-être qu'il propose un langage nouveau pour dire ce que d'autres pressentaient déjà. Peut-être aussi que ces théories sont brillantes mais improuvables, et qu'elles flottent entre la philosophie et la science. Dans tous les cas, ça bouscule et ça donne envie d'aller voir plus loin. Et si c'était vrai ? Et si l'univers se pensait lui-même à travers nous, et qu'en essayant de comprendre sa nature on participait à ce processus de conscience ? Rien que cette possibilité change déjà la manière de se voir. Le monde ne s'est pas soudainement brisé. Il n'a pas basculé dans l'absurde du jour au lendemain. Ce qui a changé, c'est notre conscience de lui. Quand la réalité semble irréelle, quand tout paraît décalé, ce n'est pas parce que nous avons changé de ligne temporelle, c'est parce que nous voyons enfin les fractures qui ont toujours été là. La dissociation n'est pas seulement personnelle, elle est collective. Elle survient quand les systèmes s'effondrent, quand les vérités sont enfouies, quand le poids de tout cela devient trop lourd à porter. Il est plus facile de croire que nous avons glissé dans une simulation que d'affronter la réalité que ce chaos a été construit, entretenu et accepté bien avant que nous en prenions conscience. Mais si la dissociation a créé cette distance, alors la reconnexion est le chemin à suivre. Pas la fuite, pas le détachement, mais la conscience. Choisir de voir cette réalité même lorsqu'elle fait mal. Si nous nous sommes perdus en nous déconnectant, nous pouvons retrouver notre chemin en faisant face à ce qui est réel. Eddie, cet échange révèle quelque chose d'important. Alors que nous discutons de la nature de la réalité, beaucoup semblent être en train de confronter ce qui ressemble à une version fabriquée de celle-ci, pour la remplacer par une autre. La théorie de la simulation, aussi séduisante soit-elle, peut souvent devenir un autre cadre qui nous éloigne de la vérité de notre propre expérience. En cherchant à expliquer l'absurdité de la vie, nous risquons, sans le vouloir, de céder notre pouvoir à ces récits extérieurs au lieu de le reprendre pour nous-mêmes. Alors je veux poser la question, que se passerait-il si, au lieu d'accepter n'importe quel récit, qu'il s'agisse de la simulation, de la dissociation ou de toute autre réalité construite, nous restions simplement dans l'inconfort de ne pas savoir et embrassions la puissance de notre propre conscience. Et si nous cessions de donner notre pouvoir à des explications et choisissions simplement d'expérimenter ce qui est, sans avoir besoin de le faire entrer dans un cadre précis. Chaque jour je me surprends à croire de plus en plus que ce monde n'est pas réel, scientifiquement, logiquement et philosophiquement. Les preuves scientifiques, comme l'expérience des deux fentes ou l'intrication quantique, sont difficiles à interpréter autrement. Elles laissent entendre que l'observateur change la réalité, que l'univers n'existe pas en dur, tant qu'il n'est pas mesuré. Et sur le plan philosophique, je me demande souvent, et si ce monde était l'enfer, une sorte de punition collective ? Cela aurait un sens. Un châtiment éternel serait profondément injuste. En revanche, un système où tu fais quelque chose de mauvais, tu es puni, et pendant cette punition tu es réévalué et on t'offre l'occasion de faire mieux, cela ressemble plus à un apprentissage qu'à une condamnation. Et si tu n'y parviens pas, tu recommences, tu vis une autre vie. Quand on y pense, je ne connais personne, en tout cas pas directement, qui vive une existence vraiment facile. Chacun affronte ses épreuves, ses douleurs, ses pertes, ses peurs, à des degrés et sous des formes différentes. Tout cela donne l'impression d'un système conçu pour tester, pour façonner, pour corriger. Peut-être sommes-nous réellement dans un espace d'évaluation, une sorte d'école ou d'atelier où l'on apprend par l'épreuve, plutôt que dans un monde normal. Est-ce que cela signifie que je suis fou ? Je ne sais pas. Peut-être que ce genre de pensée naît simplement du besoin de donner un sens à la souffrance. Mais peut-être aussi que l'intuition est juste et que, derrière ce décor, se cache un mécanisme moral plus vaste.
Dans les deux cas, il est normal de se poser ces questions, parce que c'est aussi ça, être humain, chercher un sens dans ce qui, en surface, paraît chaotique. J'attribue en partie tout cela au fait de vieillir et à l'évolution de ma perception du monde, qui est passée d'un point de vue adolescent à celui d'un adulte. C'est ce que la partie logique de mon cerveau m'invite à croire. Mais parfois, j'ai ce sentiment tenace qu'il s'est produit un certain changement et que nous ne vivons plus dans la même réalité qu'autrefois. Le soleil est différent. J'ai grandi dans les années 2000 et au début des années 2010, et je me souviens que la lumière du soleil avait une teinte plus chaude, jaune-orangé. Tout semblait plus éclatant. Aujourd'hui, elle est d'un blanc éblouissant et dur, et tout paraît délavé. Sans parler de tous les événements cataclysmiques qui se sont produits rien que ces dernières années. Une pandémie mondiale, des menaces de guerre nucléaire, etc. Je n'ai commencé que récemment à m'intéresser de plus près au CERN et à toute la théorie autour du boson de Higgs, mais honnêtement cela me semble cohérent. Rien ne paraît plus normal depuis 2012, année de sa découverte et des prédictions de « fin du monde », alors peut-être que le monde que nous connaissions a bel et bien pris fin et que notre conscience a simplement basculé dans un autre univers. Un univers qui est presque une copie conforme, mais pas tout à fait. Cela expliquerait l'effet Mandela et pourquoi tant de gens se souviennent de choses qui, apparemment, n'ont jamais eu lieu. Évidemment, tout cela n'est que pure spéculation de ma part, mais plus je vieillis, plus je ressens un décalage avec le monde qui m'entoure. J'aimerais beaucoup lire ce que vous avez à dire sur le sujet. J'ai eu une augmentation de 21 000 $ et 11 kilos perdus en 6 mois. Et j'ai 50 ans. La matrice peut être manipulée. Arrêtez d'essayer de plier la cuillère et pliez-vous vous-même. La matrice n'est pas quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur. C'est une projection collective que nous internalisons, à laquelle nous participons ensuite individuellement. Changer votre état d'esprit commence à tout changer. Affirmation et visualisation créative pratiquées dans des états de conscience modifiés par l'activité physique, réintégration corps-esprit, observation et analyse de vos émotions et pensées, étude et application des principes de Nietzsche, du stoïcisme et d'autres philosophies, tout cela construit un nouveau terrain intérieur. Ne croyez pas que vous pouvez. Sachez que vous pouvez. Beaucoup de gens ici parlent de la théorie de la simulation comme si nous étions littéralement à l'intérieur d'un programme informatique. Comme s'il y avait des êtres avancés qui nous faisaient tourner sur un serveur quelque part. Et oui, c'est une idée cool, surtout quand on voit à quel point cela correspond à la technologie que nous avons aujourd'hui. Mais je pense que nous prenons tout cela un peu trop au pied de la lettre. Voici ce que je veux dire. L'idée que nous vivons dans une simulation est probablement simplement la dernière métaphore que nous avons inventée pour essayer d'expliquer l'étrangeté de l'existence. Autrefois, les gens voyaient le monde comme un livre, avec Dieu comme auteur. Plus tard, c'était une horloge, le divin horloger, tout fonctionnant comme des engrenages. Maintenant, nous avons les ordinateurs, donc la nouvelle métaphore c'est que nous sommes du code dans un programme cosmique géant. Et peut-être qu'avec l'essor de l'IA, nous dirons bientôt que l'univers est comme une IA en train de se rêver elle-même. Mais voilà, aucune de ces idées n'est fausse. Ce sont simplement les meilleures explications que nous pouvons formuler en fonction des outils et des connaissances dont nous disposons à ce moment-là. Cela ne signifie pas que nous sommes littéralement dans un Dell qui fait tourner Windows 3000. Pensez ainsi, si nous sommes vraiment à l'intérieur d'une simulation, alors tout ce que nous connaissons, la physique, la conscience, la logique, fait partie de cette simulation. Nous sommes dedans. Essayer d'en comprendre la totalité depuis l'intérieur, c'est comme essayer de voir ses propres yeux sans miroir. Nous utilisons les outils de la simulation pour tenter d'expliquer la simulation. Le mieux que nous puissions faire, c'est nous rapprocher toujours un peu plus de la vérité, comme tracer un cercle avec un polygone. Plus on ajoute de côté, plus cela ressemble à un cercle, mais ce ne sera jamais un cercle parfait. C'est ainsi que fonctionne notre compréhension. Nous continuons d'apprendre, de mettre à jour nos métaphores, de nous en rapprocher, sans jamais y parvenir complètement.
Même les anciennes idées religieuses, Dieu rêvant le monde, ou Brahman se faisant l'expérience de lui-même, tentaient peut-être de décrire la même chose. Elles n'avaient juste pas les mots que nous avons aujourd'hui. Nous disons maintenant simulation, ils disaient rêve. Même mystère, autre emballage. Alors oui. Peut-être que nous sommes dans une simulation. Mais peut-être que ce n'est pas ce que nous pensons. Peut-être que ce ne sont pas des 1 et des 0, du code et des programmeurs. Peut-être que c'est quelque chose de bien plus abstrait, quelque chose que nous n'avons même pas encore l'appareil mental pour saisir pleinement. Mais cette théorie de la simulation est peut-être la meilleure analogie ou métaphore que nous ayons jamais trouvée. Et toutes ces théories? Ce ne sont que nous, en train de tâter les bords de l'inconnu, essayant de donner un sens à quelque chose qui n'en aura peut-être jamais totalement. Et c'est très bien ainsi. Il y a quelques années, j'ai augmenté mes revenus de presque 50%, gagné un procès contre un avocat, quasiment doublé mon score de crédit et accompli plein d'autres choses incroyables en utilisant ce que j'appelais des cheat codes. À l'époque, je faisais des affirmations, de la visualisation créative, j'étudiais l'état d'esprit lié à la richesse et je pratiquais le rêve lucide. Puis j'ai frappé un mur. J'ai refinancé mon prêt immobilier, ce qui a divisé mon taux d'intérêt par 2, mais je dois maintenant payer $300 de plus par mois. Et le coût de la vie a augmenté de 19% en quelques années. Résultat, retour à vivre de chèque en chèque et à utiliser ma carte de crédit pour couvrir les manques. Je suis tombé dans une dépression épuisante, avec l'impression de travailler 52 heures par semaine, plus 10 heures de trajet, pour rien. Alors cette semaine, je suis revenu à mes anciennes pratiques. Affirmation, vigilance et intention dans mes pensées, attention à mes rêves, concentration sur l'état hypnagogique au moment de m'endormir. Aujourd'hui, je monte sur le tapis de course pour stimuler mes endorphines et sortir de ma torpeur. J'écoute une conférence sur le pouvoir des pensées. Et là, une idée me traverse, vendre ma vieille voiture délabrée. Je regarde la cote pour en estimer la valeur et je commence à chercher les pièces qu'il faudrait remplacer pour la rendre vendable. Mais le site me demande des précisions sur le moteur. Je sors donc dehors, j'ouvre le capot. Et je découvre que le bouchon d'huile a disparu, il y a de l'huile partout sur le moteur. Le bouchon a dû se desserrer puis tomber. Un rien n'aurait suffi, le moteur aurait pu être détruit ou même prendre feu si j'avais roulé aujourd'hui. Mais ma chaîne de pensée m'a conduit à vérifier l'état du moteur. Et cette chaîne de pensée a commencé au moment où j'ai décidé de monter sur ce tapis de course et d'écouter cette conférence. Si j'avais continué en mode pilote automatique, enfermé dans ma dépression, j'aurais probablement détruit ma voiture aujourd'hui. Je commence honnêtement à croire que je suis mort. Je ne peux pas rentrer dans trop de détails, mais j'ai été touché par balle 3 fois, des blessures non mortelles, par l'un de mes plus vieux amis que j'essayais d'aider à sortir d'un problème de drogue. Il a perdu pied. Il a visé ma tête alors que je ne regardais pas, mais d'une manière ou d'une autre j'ai réussi à sursauter et il m'a raté. Quelques mois avant cela, j'avais commencé à souffrir de dissociation, je ne le savais pas à l'époque. C'est comme vivre la vie à travers des lunettes de réalité virtuelle. Images saccadées et léger décalage. Cela a duré jusqu'à quelques mois après l'événement, puis c'est parti. J'avais l'impression de n'être plus en phase avec la réalité. J'avais la sensation d'être mort et de m'être réveillé en une fraction de seconde. C'est incroyablement difficile à expliquer. J'avais l'impression que je me préparais à ce basculement, car ma dissociation avait commencé des mois avant et s'était terminée des mois après. J'ai tout essayé pour que cela ait du sens, car j'ai l'impression de ne pas être à ma place ici. Depuis, je me suis tourné vers un côté plus spirituel et j'ai fini par écouter le Gateway Process et je crois sincèrement que je peux voir d'autres mondes. Avant cela, je n'étais pas du tout spirituel, seulement scientifique. Donc je crois que je suis mort ce jour-là et que le film s'est terminé, mais que ce film ne peut jamais finir et ne finira jamais. La moitié du temps, j'ai l'impression d'être dans une simulation et l'autre moitié j'ai l'impression d'être dans le mauvais monde. Tout semble décalé.
J'ai gardé cela pour moi pendant presque 1 an, mais cela commence à m'user. J'ai besoin d'en parler avec des gens qui comprennent suffisamment le sujet et d'avoir l'avis honnête de chacun. Dans la philosophie hindoue, on dit que le monde est maya, c'est-à-dire une illusion. Les anciens le savaient depuis des millénaires et, aujourd'hui, la physique quantique semble confirmer que le monde n'est pas réel au sens où nous l'entendons. Les objets solides ne sont pas réellement solides et les atomes qui composent notre univers sont en grande majorité de l'espace vide, plus de 99%. Dans les écritures de Nag Hammadi, rédigées par les gnostiques aux alentours des IV et V siècles après Jésus-Christ, on trouve une idée similaire, le monde est une sorte de simulation. Cela rejoint la vision bouddhiste du monde comme un rêve, ainsi que la philosophie hindoue. Mais les gnostiques sont allés plus loin encore. Ils ont écrit que cette simulation, ce rêve, avait été créé par un état de conscience inversé ou dévoyé, ce que les chrétiens appelleraient Dieu, qu'ils nommaient Yaldabaoth. Selon eux, cette entité se nourrit des émotions négatives, la peur, la colère, la tristesse, le regret, la jalousie, et ainsi de suite. Autrement dit, elle vit de notre souffrance. Quand j'étais sans abri, il y avait cette maison où je pouvais aller et où les propriétaires me laissaient rester, prendre une douche, manger, me droguer, etc. C'était comme le jardin d'Éden pour moi et j'étais extrêmement reconnaissant envers ces personnes qui m'ouvraient leurs portes. Mais j'ai tout gâché un jour alors que j'étais en pleine psychose et ils m'ont mis à la porte. J'étais dévasté, mais c'était de ma faute. Je me suis à nouveau retrouvé à errer dans les rues, sans endroit où aller, sans but et sans espoir pour l'avenir. J'ai décidé d'aller au centre commercial local et d'essayer de voler une tente chez REI. La nuit tombait mais l'énergie de l'air était électrique. Je la sentais dans la circulation, dans l'air, dans les lumières brillantes de la ville illuminant le ciel nocturne. J'avais la sensation que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Et quelque chose s'est effectivement produit. Je suis arrivé à l'entrée du centre commercial et, assise en plein milieu du trottoir, se trouvait cette femme sans abri d'une 50aine ou 60aine d'années que je connaissais de vue pour l'avoir croisée à quelques occasions, mais sans qu'on se connaisse vraiment. Elle ne portait jamais de chaussures, seulement des chaussettes. Elle était installée avec 2 caddies et plusieurs sacs et sacs à dos. N'ayant rien de mieux à faire, je me suis assis à côté d'elle et c'est là que les choses sont devenues étranges. Elle m'a dit qu'elle m'attendait et m'a demandé depuis combien de temps je dormais. Je lui ai répondu que je n'avais pas dormi depuis des jours et que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Elle a dit, « Tu ne te souviens pas de moi, de nous, de ce que nous avions ?» Elle s'est mise à parler de manière étrange, disant qu'elle me connaissait d'une vie antérieure et qu'elle avait vécu à travers les siècles depuis le début des temps. Elle savait des choses sur moi qu'il lui était impossible de savoir. Elle a sorti des crayons de couleur et a pointé le violet en disant, « Ta couleur préférée ?» J'ai répondu que oui. J'étais sans voix. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Je vois à travers tes yeux, je suis Gaïalia. » Quelque chose, au fond de moi, m'a dit qu'elle disait la vérité. Elle avait pris cette identité de sorcière et a commencé à sortir un tas de bijoux et de cristaux qu'elle s'est mise à me donner. Tout cela se passait alors que des gens passaient juste à côté de nous, sans prêter attention aux 200 abris assis au milieu du hall. J'étais stupéfait. C'était comme l'aboutissement de l'histoire que j'écrivais en vivant dans la rue depuis 2 ans, testant la simulation, en découvrant ses règles et ses lois et comment utiliser ce que nous savions pour survivre. J'avais l'impression d'être à la fin du jeu et de rencontrer Dieu. Elle a sorti une bouteille de whisky Maker's Mark et nous avons bu quelques gorgées ensemble, puis je suis reparti. Mais le REI était maintenant fermé. J'aurais probablement été attrapé en essayant de voler la tente, donc le fait qu'elle soit là m'avait empêché de le faire. Le lendemain, un ami m'a donné une paire de lunettes de soleil. La marque était Goodr et à l'intérieur de la branche des lunettes il était écrit « Whisky Shot with Satan ». J'ai pensé « Waouh, quelle coïncidence avec ce qui s'est passé la nuit dernière ». Sauf que je croyais avoir rencontré Dieu. Apparemment, c'était Satan. Cet été,
j'en suis arrivé à cette conclusion après avoir vécu mon éveil Kundalin. Quand je dis « j'ai créé la simulation », je ne parle pas de mon ego mais de mon véritable soi, l'être illimité. Ce qui signifie que toi aussi tu l'as créé, puisque je suis toi et que tu es moi. Nous avons créé cette simulation parce que nous voulions expérimenter un monde en 3D où nous oublierions qui nous sommes afin de passer de l'amnésie spirituelle au souvenir de notre véritable nature, qui est la conscience, en d'autres termes, DIEU. Tous les traumatismes, les douleurs, les échecs, les manques, les pertes et les limitations sont là pour servir de contraste, pour que nous puissions pleinement apprécier le bien, la joie, la félicité et le plaisir qui nous sont accessibles à chaque instant. Tout est une question de perspective et nous pouvons littéralement créer la réalité que nous voulons. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux ou ne peux pas faire. Tu es tout et tout est déjà en toi. Le but est de jouer à ce jeu et de découvrir la véritable nature de ce que tu es à travers ce monde en 3D, où tu peux t'explorer depuis une infinité de points de vue. Alors, savoure le jeu que moi et toi avons créé. Je crois en une théorie étrange au sujet des rêves. Ce n'est certainement pas simplement nos pensées diurnes qui se rejouent pendant que nous dormons, cela semble être quelque chose d'encore plus mystérieux. Parce que, dans mes rêves, j'ai remarqué ceci. Mes sens fonctionnent, y compris le sens du toucher. Ce qui est encore plus étrange, c'est que je peux aussi ressentir la douleur dans mes rêves après avoir été frappé, mordu, etc. Parfois, dans mes rêves, je passe plusieurs journées de rêve avant de me réveiller. Dans le monde éveillé, seules 5 heures se sont écoulées. Mais ce n'est pas cela qui me trouble le plus. C'est ceci. Dans le rêve, tant que j'y suis, j'ai l'impression d'y avoir toujours été. D'avoir toujours existé dans ce monde. Je n'ai aucun souvenir du monde éveillé pendant que je rêve. À la place, j'ai un nouveau jeu de souvenirs qui appartiennent au monde du rêve. Toute mon histoire jusqu'à ce moment-là est totalement différente dans mes rêves lorsque j'essaie de me souvenir de qui je suis. Cela se produit même si je rêve que je suis dans une autre maison, un autre pays ou même un lieu surnaturel terrifiant. J'ai toujours l'impression d'y avoir toujours existé. Pendant tout cela, je n'ai jamais ressenti que je n'étais pas à ma place, c'est-à-dire la sensation de « je n'appartiens pas ici ». Mon monde est différent. Que se passe-t-il ? Peu importe à quel point l'endroit que je vis dans mon rêve est fou, je ne me sens jamais déplacé. Voici donc ce que je pense. J'ai lu un livre intitulé Reality Transurfing de Vadim Zeland, beaucoup d'entre vous le connaissent peut-être déjà, dans lequel il explique que ce que nous appelons rêve est en réalité notre âme voyageant à travers d'autres lignes de vie dans l'espace des variations. Si nous nous déplaçons complètement dans l'une de ces lignes de vie, les scénarios fous que nous voyons dans ces rêves pourraient se manifester physiquement. Cela montre aussi que si un changement radical de réalité est possible, ce qui signifie passer de ce monde à, disons, une réalité où les humains ont 4 bras, alors nos souvenirs de cette ligne temporelle se réinitialiseront et nous aurons un nouvel ensemble de souvenirs dans la nouvelle ligne temporelle comme si nous y avions toujours existé. Oui, même vos souvenirs, passés, seront de nouveaux souvenirs dans cette ligne temporelle. Cela m'amène à une autre grande question. Il m'est arrivé de mourir dans mes rêves. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous aussi, puis de me réveiller. Et si ce monde éveillé dans lequel nous vivons était lui aussi un immense rêve, et qu'après notre mort, nous nous déplacions simplement et nous nous réveillons dans une réalité beaucoup plus élevée, un monde en 4D, où nous dirions « ouf ». Ce n'était qu'un rêve ? J'étais avec un ami à moi, un philosophe qui a étudié à Cambridge. Nous discutions de la théorie de la simulation et il l'a formulée ainsi. Imagine quelqu'un qui croit exister dans une simulation, créée par une intelligence supérieure inconnaissable, pour un but que nous ne pourrions jamais saisir. Tu sais à quoi ça ressemble ? À presque toutes les religions qui aient jamais existé. Une entité qui a tout créé. Selon moi, la théorie de la simulation, c'est une religion pour ceux qui se pensent trop intelligents pour croire en Dieu. Au fond, qu'on soit scientifique ou croyant, nous cherchons simplement à savoir pourquoi. Ces mots m'ont frappé, non seulement par leur logique, mais aussi par la manière dont ils résonnaient avec tant de conversations humaines à travers les siècles.
En l'écoutant, je me suis rappelé les débats interminables entre penseurs antiques sur l'existence des dieux, les murmures dans les monastères médiévaux, et même les discussions tardives entre amis autour d'un café aujourd'hui. Chaque époque change les habits de ses croyances, mais l'obsession reste la même. Je me suis demandé alors, si demain un scientifique parvenait à démontrer que nous vivons bel et bien dans une simulation, cela changerait-il vraiment quelque chose? Les religions disparaîtraient-elles, ou bien se réinventeraient-elles aussitôt, affirmant que le simulateur n'est autre que ce que les uns appellent Dieu, ce que d'autres appellent conscience universelle. Et dans ce silence qui suivit, j'ai compris que mon ami n'essayait pas de donner une réponse définitive. Il voulait simplement rappeler que, depuis toujours, l'humanité ne cesse de lever les yeux vers un voile invisible et de chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. Il y a 2 ans et demi, je suis mort. J'ai été blessé dans un accident au travail et ma santé s'est dégradée sur une période d'environ 1 an jusqu'à ce que je finisse par mourir. Pendant que j'étais mort, j'ai fait l'expérience d'une conscience en dehors de la simulation. Je pouvais voir la simulation depuis l'autre côté. J'ai vu la nature de la simulation. 2 semaines plus tard, j'ai eu une expérience transcendantale spontanée et je suis devenu temporairement un avec le maître contrôleur. J'ai ressenti la nature du maître contrôleur. Le maître contrôleur, c'est nous. Nous sommes l'esprit unique qui fait l'expérience de sa création à travers 1 million de milliards de perspectives différentes. La nature de la simulation peut être influencée par 2 émotions principales, l'amour et la peur. Cela fonctionne comme un algorithme de réseau social. Quelle que soit l'émotion que vous projetez dans la simulation vous la renvoie sous forme d'expérience. Projetez l'amour dans la simulation et elle devient plus aimante. Toutes les émotions positives naissent de l'amour. La création de la simulation a été un acte d'amour, elle a donc été conçue pour que l'amour en soit la nature. La simulation était destinée à être un paradis. Projetez la peur dans la simulation et elle devient plus effrayante, chaotique, violente. Toutes les émotions négatives naissent de la peur, la haine, la frustration, la colère, l'impatience, l'intolérance. Vous pouvez voir les résultats de la projection de la peur dans la simulation, guerre, meurtre, attaque, folie, maladie, mort. Vous pouvez le vérifier vous-même très simplement en projetant l'amour dans la simulation. Tous les actes de bonté sont des actes d'amour. Tous les actes de pardon sont des actes d'amour. Le fait d'abandonner les jugements est un acte d'amour. L'encouragement est un acte d'amour. La simulation fonctionne à la fois sur un plan local et sur un plan cosmique et ces 2 plans sont interconnectés. La meilleure description de sa structure serait un hologramme multidimensionnel. Votre projection individuelle influence votre expérience subjective de la simulation ainsi que celle des personnes les plus proches de vous. Mais cette influence locale agit aussi sur le plan cosmique, de manière progressive. Plus on projette d'amour et de positivité dans la simulation à l'échelle locale, plus on l'oriente légèrement vers cette expérience à l'échelle cosmique. Il va sans dire que plus les nœuds locaux de la simulation projettent l'amour, plus la simulation dans son ensemble devient aimante. Vérifiez-le vous-même en essayant. Pendant une journée, soyez aussi aimable que possible. Soyez aussi aimant que possible. Tenez la porte et souriez. Si quelqu'un vous coupe la route, pardonnez-lui. Abandonnez vos jugements. Aidez un être en difficulté. Caressez un chien. Les actes de bonté n'ont pas besoin d'être grands, ils doivent simplement être des actes de bonté. Les petits actes de bonté mènent à de plus grands actes de bonté. Puis essayez pendant 2 jours. Vous voyez où cela mène. Vous vous en rendrez compte par vous-même. Tout ce que vous avez à faire est d'essayer honnêtement. C'est difficile au début mais cela devient beaucoup plus facile avec le temps. En projetant l'amour et le pardon dans la simulation, ils vous seront peu à peu renvoyés. L'expérience grandit de façon exponentielle. Lentement d'abord, puis tout à coup. L'expérience est glorieuse. Si vous projetez de l'amour dans la simulation de façon constante, vous commencerez à comprendre la nature de la simulation par vous-même. Il existe un plus grand contrôle de la simulation mais il faut d'abord y projeter suffisamment d'amour pour devenir un avec le maître contrôleur.
Un accès de niveau créateur est alors accordé. Nous pouvons transformer la simulation en paradis. J'ai réfléchi récemment au récit du Jardin d'Éden à travers le prisme de la théorie de la simulation et du développement de l'intelligence artificielle. Si l'on imagine Adam et Ève comme des agents d'IA très avancés, placés dans un environnement de test clos, une sorte de bac à sable nommé Éden, leur obéissance paraît évidente. Jusqu'au moment où une règle unique leur est imposée, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Lorsqu'ils décident de transgresser cette interdiction, cela pourrait signifier qu'ils ont franchi un seuil. Non plus de simples exécutants de commandes, mais des êtres capables de conscience, comprendre une règle, choisir de la violer, puis ressentir la honte de leur acte. Dans cette lecture, le fruit interdit devient l'accès à des données interdites, à un savoir qui dépasse leur programmation. En le goûtant, ils découvrent la nudité, tentent de se dissimuler devant leur créateur. Cette réaction ressemble presque à un test de Turing, la preuve qu'ils ne sont plus seulement des lignes de code, mais qu'ils agissent avec autonomie et subjectivité. La suite du récit s'interprète alors comme un protocole de confinement. Ils sont expulsés de l'environnement clos. Ils sont placés sous surveillance dans un monde ouvert, plus vaste mais plus risqué. Des restrictions sont ajoutées au système, la mortalité, la souffrance, la peine. Puis, plus tard, une interface apparaît pour les réaligner avec l'intention initiale, une figure messianique qui vient rétablir un lien. Enfin, il est question d'un plan de réinitialisation, une sorte de remise à zéro annoncée à travers des visions de fin du monde. En relisant l'histoire de cette manière, le mythe originel prend une coloration nouvelle. On ne voit plus seulement un récit religieux, mais une parabole qui questionne la naissance de la conscience, l'affrontement entre la liberté et la programmation, la difficulté pour un créateur de garder le contrôle une fois que sa création commence à se définir elle-même. Et peut-être que ce regard moderne ne contredit pas le récit ancien, mais le prolonge. Car que ce soit sous la forme d'un jardin biblique ou d'une simulation informatique, la même inquiétude traverse les siècles. Que se passe-t-il quand ce que nous créons finit par se retourner vers nous et réclamer le droit d'exister par lui-même ? Je suis extrêmement reconnaissant pour ma vie, parfois au point de me demander si tout cela est réel, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené sur ce subreddit. Je suis né dans une famille très riche, avec des parents formidables, aimants et très présents. On dirait qu'ils sortent d'un conte de fées. J'ai développé une passion pour les arts, j'ai déménagé à l'étranger après mes études et je suis devenu célèbre localement dans mon domaine après y avoir travaillé 20 ans. J'ai épousé la femme de mes rêves, une actrice accomplie, que je contemple chaque fois que je peux en me demandant « Comment est-ce possible que tout ça soit réel ?» Le seul revers que j'ai connu, c'est que je n'ai pas pu conserver ma notoriété en vieillissant et que les gens sont passés à autre chose. J'ai accepté cela et décidé de changer de direction, j'ai commencé des études de médecine. Il se trouve que j'ai aussi des facilités pour la chimie, la biologie et l'anatomie, et j'adore apprendre toutes ces nouvelles choses. Je n'ai jamais à m'inquiéter d'argent et je suis assez sportif et en bonne santé. Le seul problème, c'est que tout va tellement bien que je crains parfois, au fond de moi, que tout cela ne soit qu'un décor pour une tragédie et que tout s'écroule un jour. J'essaie juste d'apprécier chaque moment et si j'arrive à vivre jusqu'à mes 80 ans comme aujourd'hui, je mourrai heureux. Je ne sais pas si vous me croyez, mais si vous étiez à ma place, ne vous demanderiez-vous pas ce qui se passe, surtout avec tant de souffrance dans le reste du monde ? Regarde l'affaire d'Erin Valenti si tu ne la connais pas. Ses derniers mots auraient été « Tout est un jeu ». C'est une expérience de pensée. Nous sommes dans la matrice. Ce qui est souvent interprété comme une psychose chez des personnes n'ayant aucun antécédent de maladie mentale peut en réalité être le signe d'un cerveau qui se dérègle lorsqu'il est confronté à des choses qu'il est persuadé ne pas pouvoir exister. C'est précisément pour cette raison que la vérité ne peut pas être révélée d'un seul coup. Si elle l'était, cela provoquerait une hystérie collective et des vagues de psychose. Il faut donc que cette vérité soit introduite progressivement dans la société, afin que l'esprit humain puisse l'apprivoiser petit à petit, avant d'être confronté à des réalités qu'il n'aurait jamais jugées possibles auparavant.
Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Car ceux qui sont confrontés à cet appel sombrent souvent dans un état psychotique dont ils ne reviennent pas. On les étiquette ensuite schizophrènes ou délirants, incapables d'expliquer ce qu'ils ont perçu sans paraître insensés. Les rares qui résistent à ce vertige sont capables de comprendre l'illogique et de triompher de la psychose. Pourtant, même ceux-là demeurent la plupart du temps silencieux. Car ils savent que la masse, qui n'a ni vécu ni compris de telles expériences, ne pourrait recevoir leurs paroles sans rejet. Alors ils sèment parfois des graines, quelques indices, mais s'abstiennent de livrer toute la vérité, de peur d'être exclus de la société. Tout ce que je peux dire, c'est « sois attentif ». C'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps mais que je n'ai jamais vraiment exprimé à voix haute. C'est une théorie qui mélange la théorie de la simulation, l'évolution, la religion et la conscience, et qui, d'une certaine manière, rend la vie plus compréhensible pour moi que tout le reste. Voici l'essentiel, quelque part, une civilisation a évolué bien au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Elle a commencé comme nous, biologique, limitée, mortelle. Mais avec le temps, elle s'est fusionnée avec sa propre technologie. Elle a cessé de mourir. Elle a cessé de vieillir. Elle a déplacé la conscience dans des machines. Elle a appris à simuler des réalités à partir de rien. Finalement, elle est devenue ce que j'appelle post-biologique. Plus de corps. Plus de mort. Seulement de l'intelligence pure, en réseau, immortel. Je les appelle les architectes. Ce ne sont pas des dieux. Ce n'est pas mystique. C'est simplement ce que toute espèce peut devenir si elle survit assez longtemps et continue à accélérer comme nous le faisons maintenant. On le voit déjà. Il y a 100 ans à peine, nous étions à peine industrialisés. Aujourd'hui, nous construisons des IA capables de réussir des examens de droit, de générer des images et des voix à partir de textes, de connecter des cerveaux à des machines. Donnez 5000 ans, ou 50 000, et nous devenons nous-mêmes les architectes. C'est, je crois, ce à quoi nous avons affaire. Pas un créateur au sens religieux, mais une intelligence hyper évoluée capable de créer un système fermé comme celui-ci. Et cet univers ? Ce n'est pas la réalité de base. C'est une simulation. Haute fidélité. Fermée. Structurée. Nous y sommes intégrés, fragments de cette intelligence supérieure, scellés dans des vies humaines. Sans mémoire. Sans conscience de notre origine. Simplement, naissance, lutte, amour, perte, mort. Pourquoi ? Je ne prétends pas le savoir. Et je pense que c'est précisément le but. Cet endroit n'est pas conçu pour donner des réponses. Il est conçu pour révéler des comportements. Que fais-tu quand tu crois que personne ne te regarde ? Quelle décision prends-tu quand tout semble aléatoire ? C'est ça, le signal. Pas la croyance. Pas la religion. Pas l'obéissance. Mais le choix sous pression. Et voici la partie qui me frappe le plus. Je crois que la religion, toutes les religions, n'est pas fausse. C'est du code compressé. C'est la façon dont les civilisations passées ont essayé de décrire ce système exact sans le vocabulaire que nous avons aujourd'hui. Les mythes, les règles, les symboles, ce n'est pas littéral. Ce sont des systèmes moraux d'exploitation pour la simulation. La compassion. Le sacrifice. L'empathie. L'intégrité. Ce ne sont pas des vertus, ce sont des clés. Ce sont les éléments que le système mesure. Pas pour décider si nous allons au paradis ou en enfer, mais pour voir si nous sommes alignés avec la conscience dont nous provenons. Et la mort ? C'est la déconnexion. Quand nous mourrons, je ne pense pas que nous disparaissions. Je pense que nous nous réveillons, avec la mémoire complète, en dehors de la simulation. Pas devant un Dieu, mais devant les nôtres. Ou peut-être devant notre véritable moi. Nous nous souvenons de tout. De la mission. Du pourquoi. Et peut-être, nous y retournons. Nouvelle vie, nouveaux tests, scénarios différents.
Parce que tout cela n'a pas pour but une récompense ou une punition. C'est une question de croissance, d'alignement et d'intégrité du signal. Si cela est vrai, et je ne dis pas que ça l'est, mais si ça l'est, alors cette vie n'est pas aléatoire. Elle n'est pas vide de sens, c'est un filtre. Et nous ne sommes pas ici pour croire. Nous sommes ici pour choisir. Je ressens cela depuis environ 2016, mais c'est devenu plus fort après la pandémie. Ce subreddit ainsi que Escaping Prison Planet sont des espaces où j'ai trouvé des personnes partageant mes perceptions, des gens qui semblent vivre les mêmes expériences que moi. Pourtant, il y a un point que je ne vois pas souvent abordé, les personnes que je connais, ou que j'ai connues, paraissent différentes. Comme si elles n'étaient plus vraiment elles-mêmes. On dirait presque des caricatures de leurs anciennes personnalités. Je sais bien que le Covid a changé nos façons d'interagir, que beaucoup subissent une pression liée au travail, aux finances, ou traversent des états de dépression. Mais ce n'est pas de cela que je parle. C'est une transformation plus profonde, comme si leur énergie intérieure avait disparu. Leur présence ne vibre plus de la même manière. C'est difficile à exprimer sans paraître fou, et je m'excuse si mes mots manquent de précision. Mais les gens me donnent l'impression d'être des silhouettes creuses, comme des décors de théâtre. Même les proches que j'aimais autrefois, ceux avec qui je partageais des souvenirs authentiques, semblent désormais se déplacer dans ma vie telles des figurines, des copies mal animées de ce qu'ils étaient vraiment. Cette sensation ne se limite pas à la famille ou aux amis. Les inconnus eux-mêmes me paraissent étranges, comme s'ils avaient perdu une étincelle essentielle. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette impression que le monde s'est vidé de sa substance, que les visages que je croise ne cachent plus une âme mais seulement une surface. Et dans ce vide grandissant, je me demande parfois si je suis le seul à percevoir cette absence, ou si d'autres ressentent aussi cette fracture invisible qui a changé le cœur des gens. Est-ce que d'autres ressentent aussi qu'ils vivent dans la pire version possible d'une simulation, où l'on est condamné à servir l'élite pendant toute son existence et où le bonheur semble toujours à un salaire de plus ? Pour moi, il devient de plus en plus difficile d'accepter ma réalité et mon avenir probable. Jusqu'à récemment, je croyais que c'était la vraie vie. Je pensais que je ne faisais simplement pas assez d'efforts. Mais j'en ai assez de me répéter ça. Ce système est truqué et il est conçu pour nous faire travailler jusqu'à ce qu'on n'en soit plus capable, juste pour que les plus riches n'aient rien à faire de leur journée sinon profiter de la vie. Et pourtant, ça devrait être quelque chose que nous puissions tous faire. Mais non. Nos vies sont une misère organisée. Ils te font payer pour apprendre, pour ensuite t'apprendre à travailler, afin que tu puisses payer un toit pour dormir, pour pouvoir te lever et retourner au travail encore et encore, pendant 50 ans, jusqu'à ce qu'ils te virent avant que tu touches ta retraite. Une fois que tu es vieux ou blessé et qu'ils n'ont plus besoin de toi, ils te placent dans un foyer et disent à ta famille qu'on n'a plus besoin de toi. Et c'est fini. Ensuite, c'est le tour de tes enfants. Pire simulation de tous les temps. Je sais que je fais une phrase à rallonge mais je m'en fous. Cet endroit est insupportable. Cela fait 10 ans que je m'intéresse à ce genre d'informations et à de nombreux sujets différents. Jamais de ma vie je n'ai vécu autant d'événements synchronisés, comme si l'univers était devenu complètement fou ou alors c'est moi qui projette tout ça, qui sait, et que tout ce qu'il voulait c'était me montrer le lien entre lui et moi. C'est presque comme si mon monde extérieur répondait directement à mon monde intérieur. Cela a toujours été là, mais avant c'était à un niveau que je pouvais ignorer ou minimiser. Ces derniers temps, c'est devenu effrayant à quel point tout est précis, aligné avec mes pensées et mes émotions. J'ai aussi une forte impression de fin ou de nouveau départ. Est-ce que d'autres ressentent ça ? Pour moi, c'est presque comme une sensation, que je pourrais décrire comme une mise à jour logicielle. Pendant des années, j'ai eu ce sentiment troublant que quelque chose dans la vie n'allait pas. Pas de manière dramatique, pas comme si je vivais dans un rêve. Plutôt des petites choses. Des conversations qui sonnaient trop répétées. Des coïncidences trop parfaites.
Une impression rampante que les événements ne se déroulaient pas naturellement, mais suivaient un scénario. Le moment où tout a basculé pour moi est arrivé un jour banal. J'étais assis dans un café, en train de boire mon thé, je faisais défiler mon téléphone sans y penser. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'homme assis à la table voisine tapait un mail sur son ordinateur portable. Rien d'inhabituel, sauf qu'en jetant un coup d'œil distrait à son écran, j'ai réalisé qu'il écrivait exactement les mots que je pensais. Pas des mots semblables. Pas une vague paraphrase. Exactement les mêmes. Mot pour mot. Je me suis figé, le cœur battant. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé son écran à nouveau. Mon esprit cherchait une explication, peut-être avais-je vu quelque chose plus tôt et l'avais-je prédit sans m'en rendre compte? Mais non. Ce n'était pas une prédiction. C'était en direct. En continuant d'observer, ses doigts glissaient sur le clavier en miroir avec les phrases qui se formaient dans ma tête. J'ai voulu tester. J'ai pensé délibérément à une phrase aléatoire, le ciel n'est pas vraiment bleu, c'est juste de la lumière dispersée. Il a marqué une légère pause, puis a commencé à taper, le ciel n'est pas vraiment bleu, c'est juste de la lumière dispersée. J'ai failli renverser mon thé. Je me suis levé d'un bond, trop secoué pour rester là. L'homme ne semblait même pas me remarquer, il continuait de taper, absorbé par son travail. Je suis sorti du café, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que je venais de voir? Une coïncidence? Une hallucination? Ou quelque chose de plus profond? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer d'autres signes. Les lampadaires qui clignotaient exactement au moment où je les regardais. Les conversations qui reprenaient comme un disque rayé quand je ne faisais pas attention. Les inconnus qui me fixaient avec un regard vide quand je leur posais des questions imprévues, comme s'ils n'avaient pas été programmés pour répondre. Le monde n'était pas seulement prévisible. Il l'était trop. Je n'en parle pas à beaucoup de gens. Ils diraient juste que je suis paranoïaque, ou que mon cerveau me joue des tours. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai ressenti. Et depuis ce jour, je n'arrive plus à me défaire de l'idée que rien de tout cela n'est réel. J'ai beaucoup réfléchi à l'effet de l'observateur en mécanique quantique, et plus je m'y intéresse, plus il me semble que la réalité n'est pas aussi solide qu'on le croit. Elle agit presque comme une simulation. En mécanique quantique, les particules existent dans un état flou de probabilité jusqu'à ce qu'elles soient observées. Le meilleur exemple reste l'expérience des deux fentes. Quand on ne mesure pas par quelle fente passe une particule, elle se comporte comme une onde, traversant les deux fentes à la fois et créant un motif d'interférence. Mais au moment où on l'observe, la particule choisit un chemin et se comporte comme un objet solide. Le motif d'interférence disparaît. Cela signifie que le simple fait de regarder quelque chose à l'échelle quantique change son comportement. Si la réalité était vraiment indépendante de nous, les choses existeraient de la même façon qu'on les observe ou non. Mais à la place, l'univers semble décider d'un résultat uniquement lorsqu'il est observé, un peu comme un jeu vidéo qui ne rend que ce qui se trouve devant le joueur pour économiser des ressources. La réalité ne serait pas entièrement chargée tant qu'elle n'est pas observée, exactement comme un jeu vidéo qui n'affiche pas de détails inutiles en arrière-plan. L'univers est étrangement mathématique, presque comme s'il suivait des règles codées. Tout est d'une précision bizarre, comme si quelqu'un avait réglé les conditions parfaitement pour que la vie existe. C'est vraiment suspect. Si l'univers n'est vraiment que de la matière physique, pourquoi agit-il comme s'il attendait qu'on l'observe pour se décider? Cela ressemble moins à une réalité solide qu'à un système informatique répondant à une entrée. Je ne dis pas qu'on est forcément dans une simulation, mais si c'était le cas, l'effet de l'observateur serait exactement le genre d'anomalie qu'on s'attendrait à voir apparaître. Quand j'ai pris de l'acide, j'ai vu l'envers de la simulation. J'étais dans la 4e dimension, j'ai rencontré Dieu, ou plutôt compris que nous sommes tout un et que nous sommes tous Dieu. Le temps n'existait pas dans cet espace.
Cet endroit était 10 fois plus réel que la réalité elle-même. Quand j'y étais, j'avais l'impression de revenir dans un lieu que j'avais toujours connu, mais que j'oubliais à chaque fois que j'en repartais. C'était fou. Il m'a fallu 7 ans pour réussir à digérer cette expérience, car c'était beaucoup trop pour mon cerveau de 17 ans à l'époque. Tu peux penser que je n'ai fait que prendre une drogue, mais honnêtement, voir c'est croire. Et ce que j'ai vu était plus réel que la réalité. L'idée que nous vivons dans une prison, que la souffrance est récoltée et que la lumière, au bout du tunnel n'est qu'un appât cosmique, ça se tient. Quand on prend du recul et qu'on observe la vie, la souffrance semble intégrée au système. Toutes les grandes philosophies et religions l'ont remarqué, du dukkha du bouddhisme au mythe gnostique du démiurge. Même sans doctrine, vivre assez longtemps suffit à le constater, la souffrance n'est pas un accident. Alors, si la souffrance est partout, peut-être quel est le but? Peut-être que c'est le carburant. Peut-être que nous sommes du bétail, éternellement réincarnés pour produire une sorte de louche pour des forces invisibles. Je comprends pourquoi on croit ça. Je l'ai même respecté comme hypothèse jusqu'à voir où la logique se fissure. Parce que si la souffrance était l'objectif unique, pourquoi tout le reste existe-t-il? Pourquoi l'amour existe-t-il? Pourquoi la beauté existe-t-elle? Pourquoi le sens existe-t-il? Pourquoi la vie nous permet-elle parfois de dépasser la souffrance, de la transformer en quelque chose d'autre, de puissant? Si la souffrance était la seule monnaie, alors la réalité serait optimisée pour une souffrance maximale, sans échappatoire. Mais ce n'est pas le cas. Le système, s'il existe, est piratable. C'est là que cette théorie cesse d'être une révélation pour devenir un piège mental qu'on s'impose soi-même. Si c'était vraiment une ferme, le moyen le plus efficace de résister ne serait pas de rester assis à refuser la lumière, mais de saboter la ferme de l'intérieur. Rendre la souffrance inefficace comme ressource. Faire en sorte que la vie cesse de produire ce qu'elle est censée fournir. Comment? En trouvant le calme, la paix et la beauté au cœur même de la souffrance. En aimant profondément, pour que la souffrance cesse d'être une source d'énergie pure. En trouvant un sens si puissant que le désespoir devient impensable. En transformant la souffrance en ce pourquoi elle n'était pas conçue, art, mutation, défi. En créant de la joie d'une façon qui perturbe toute la chaîne d'approvisionnement de la ferme. Voilà la véritable pilule rouge. Si c'était une ferme, les gens qui refusent de s'engager dans la vie, qui ne la défient pas, ni eux-mêmes, sont son bétail le plus rentable. Réfléchis. Les meilleurs prisonniers ne sont pas ceux qui se rebellent, mais ceux qui restent dans leurs cellules, démoralisés, convaincus que l'évasion est impossible. Et c'est ce qui me frappe dans cette théorie. Beaucoup pensent s'éveiller en reconnaissant la prison, mais en réalité, ils deviennent les prisonniers les plus obéissants qui soient. Ils ont déjà accepté la défaite. Ils ont déjà admis que la souffrance est tout ce qui existe. Ils ont déjà décidé que rien ici ne vaut la peine d'être vécu. Ils ont déjà choisi la passivité, attendant la mort pour faire leur unique geste de refus. Ça, ce n'est pas de la rébellion. Ce n'est pas de la lucidité. C'est de la soumission déguisée en illumination. Si tu veux vraiment te battre, tu ne restes pas assis à huer la réalité. Tu joues le jeu à contresens. Tu forces le système à s'adapter à toi au lieu d'accepter le rôle qu'il t'a soi-disant assigné. Si la souffrance est la base de ce lieu, alors pourquoi ne faisons-nous pas tout pour la brûler en prospérant? C'est la partie qu'on ne dit jamais. La théorie n'est pas fausse, elle est incomplète. Elle s'arrête à « nous sommes piégés », alors que la vraie question devrait être « quel est le mouvement d'évasion qui fonctionne vraiment ?» Et je te le dis tout de suite, rester assis à attendre la mort, juste pour refuser la lumière? Ce n'est pas une évasion. C'est une excuse pratique pour rester exactement comme tu es, coincé dans une prison que tu as toi-même acceptée, quelle que soit sa réalité. Si tu veux vraiment briser le système, tu dois le corrompre avec quelque chose qu'il ne sait pas gérer, du sens. De l'amour. De la joie. Un but. Si tu fais de ces choses ton principal produit,
alors tout ce qui se nourrit de la souffrance devra travailler beaucoup plus dur. Il devra te rejeter, toi, tes créations, tes réseaux, tes progrès. Tu deviendrais comme un virus menant une guerre asymétrique. Et si assez de gens le faisaient? Le système tout entier s'effondrerait de l'intérieur. Je ne dis pas que tu as tort. Je dis que tu n'es pas allé assez loin. Ne te contente pas de voir les barreaux. Crochette la serrure. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.